Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Malheureusement, comme vous le savez, on est en période Covid et à cause du confinement, donc les universités sont toujours fermées. Je vous propose par conséquent de continuer le programme d'enseignement des externes en quatrième année, cardiologie, module de cardiologie, tel qu'on était censé le faire, à travers ces différentes vidéos que je vous poste donc sur ma page Facebook et qui sont accessibles et visionnables en public. Les cours sont disponibles aussi sur la plateforme e-learning de l'université de Tizi Ouzou. Donc vous rentrez, espace de cours de M. Zawi Nassim, et puis c'est accessible même aux utilisateurs anonymes, ne vous inquiétez pas. Je vous propose aujourd'hui, en complément du cours des troubles du rythme, la partie thérapeutique, donc les traitements antiarythmiques. Sans trop tarder, je vous dirais que les traitements antiarythmiques se scindent en deux grands volets. Vous avez les médicaments antiarythmiques, donc le volet médicamenteux, mais aussi le volet non médicamenteux. Dans ce volet non médicamenteux, on a parlé dans le cours des troubles du rythme du défibrillateur externe, on a dit comment l'utiliser, puis les grandes lignes, c'est un appareil 1, 2 et 3, choisir l'énergie électrique, charger et puis délivrer grâce au bouton numéro 3. L'objectif du défibrillateur n'étant pas de charger le cœur en électricité, mais plutôt de le vider en électricité. Donc on va choquer, on va faire une cardioversion face à une électricité anormale pour l'éteindre et permettre au rythme sinusal de réapparaître. Et je vous renvoie au cours des troubles du rythme. À la fin du cours, durant les 5 dernières minutes, j'explique très bien l'utilisation du défibrillateur externe. À côté du défibrillateur externe, toujours dans les moyens non médicamenteux, nous avons le défibrillateur automatique implantable. Ça ressemble à un pacemaker dans l'espace sous-cutané, grâce à un câble qui va à l'intérieur du cœur. Ce câble capture le signal électrique, le fait analyser par un microprocesseur. Il va réaliser un algorithme qui peut ressembler à celui qu'on a fait nous dans le cours des troubles du rythme pour diagnostiquer une tachycardie à QRS large. Et puis grâce à ce microprocesseur, il identifiera le type de tachycardie. Et si le défibrillateur juge grâce au réglage qu'on va mettre qu'il nécessite un traitement, soit une stimulation, soit une défibrillation, il va libérer l'électricité nécessaire pour le traitement, toujours à travers ce câble, et réalisera une défibrillation à l'intérieur du cœur. C'est ce qu'on appelle un choc électrique interne, choc électrique externe ici, choc électrique interne dans cette situation-là, grâce à un défibrillateur automatique implantable. Et puis le troisième moyen non médicamenteux, c'est l'ablation soit par la chaleur ou par le froid, donc par la radiofréquence ou par la cryoablation. Donc comme vous pouvez le savoir, que ce soit la chaleur ou le froid excessif, réalise une brûlure et une fibrose à l'intérieur du cœur. Ça nous permet de réaliser l'ablation du flotteur, je l'explique aussi dans le cours des troubles du rythme, l'ablation des voies accessoires en mettant la sonde d'ablation au contact de la voie accessoire, soit en brûlant, soit en refroidissant, on va créer une fibrose et une destruction de cette voie accessoire. Et donc ces méthodes ablatives sont proposées à beaucoup de troubles du rythme. À côté de ces moyens non médicamenteux, on a aussi des moyens médicamenteux tels qu'on va le voir sur la classification de Vaughan et Williams et les nouveaux antiarythmiques. Donc pour les moyens médicamenteux antiarythmiques, on citera la classification de Vaughan et Williams, vous voyez l'année 1970, qui est axée sur 4 classes d'antiarythmiques. Ces 4 classes d'antiarythmiques, Vaughan et Williams les ont initiées ou les ont, si vous voulez, classées selon le site d'action sur le canal ionique, sur le blocage du fameux canal ionique. Donc ces antiarythmiques vont bloquer un canal ionique. Le blocage de ce canal ionique va provoquer l'interruption de la tachycardie. Donc pour les antiarythmiques de classe 1, c'est une classe qui va bloquer les canaux ioniques du sodium. La classe 2, ça sera les bêta-bloquants. La classe 3, ça bloquera les canaux ioniques du potassium. Et la classe 4, ça bloquera les canaux ioniques du calcium. On a rajouté 2 nouvelles classes d'antiarythmiques. La classe 5, ce sont les bradycardisants spécifiques qui n'agiront que sur les canaux IF qu'on trouve uniquement au niveau du nœud sinusal. Vous avez vu cette molécule l'ivabradine dans le cours de l'insuffisance cardiaque. Vous aviez dit qu'il fallait la donner en cas d'intolérance au bêta-bloquant ou en cas d'inefficacité, c'est-à-dire que le patient est sous bêta-bloquant en dose maximale et qu'il reste rapide. On peut utiliser l'ivabradine sous réserve et à condition qu'il soit en rythme sinusal. La classe 6, où on a mis les molécules qui augmentent le tonus vagal, on citera l'adénosine et la digoxine qui agiront en augmentant le tonus vagal, donc de façon globale, ça aura le même effet qu'une manœuvre vagale. On va s'intéresser donc aux 4 classes de Vaughan et Williams, et pour comprendre ces classes, il faut faire un bref rappel du potentiel d'action d'un cardiomyocyte. Le potentiel d'un cardiomyocyte, je vous rappelle, passe par 5 phases.
sachant que la phase 0 compte pour une phase, donc il y a 5 phases. Phase 0, c'est la phase de dépolarisation, où on a une entrée du Na+, à l'intérieur de la cellule à travers les canaux Na+. La phase 1, c'est la repolarisation précoce, caractérisée par la sortie du potassium. La phase 2 ou phase de plateau, le potassium continue à sortir, mais cette sortie est contrebalancée par une entrée du Ca2+ à l'intérieur de la cellule pour initier la contraction. La phase 3, c'est la repolarisation tardive, caractérisée par la sortie encore du potassium. À la fin de la phase 3, la cellule est revenue à son potentiel électrique de départ. De façon globale et grossière, si elle a gagné une centaine de charges positives, à la fin de la phase 3, elle a fini par perdre une centaine de charges positives. Elle est revenue à son électricité de départ. Mais au plan ionique, elle est complètement perturbée. Elle est riche en Na+, ce qui est inhabituel, et pauvre en potassium, ce qui est aussi inhabituel. Apparaîtra à la phase 4 la pompe Na+K+, qui aura pour but de rééquilibrer les ions de part et d'autre de la cellule. Elle est neutre électriquement, donc elle fait changer une charge positive contre une charge positive. Elle va faire sortir un sodium contre la captation d'un potassium, donc elle ne change pas l'électricité, elle est plate, la phase 4. Elle aura pour objectif de rééquilibrer les ions de part et d'autre de la cellule. Il faut savoir que ce potentiel d'action, comme on vient de le voir, n'a pas la même morphologie partout. Par exemple, le Ca2+, qui sert essentiellement à la contraction, il va surtout être apparent au niveau des zones qui se contractent, essentiellement les zones ventriculaires. Par exemple, dans le nœud sinusal, qui se contracte peu, dans le myocarde auriculaire, qui ne se contracte pas autant que le myocarde ventriculaire, le Ca2+ n'est pas très apparent. Et par conséquent, il n'y a rien qui va contrebalancer cette fameuse, comme on l'a vu ici, cette fameuse sortie du potassium. J'essaie de revenir sur la diapo précédente. Donc il n'y a rien qui va contrebalancer s'il n'y a pas beaucoup de Ca2+. Donc cette sortie du potassium ne sera pas contrebalancée au niveau du nœud sinusal et du myocarde auriculaire. Et par conséquent, elles auront un potentiel d'action où la phase 2 est quasiment inexistante, comme on peut le voir ici dans le nœud sinusal, dans le myocarde auriculaire et dans le nœud auriculo-ventriculaire. Par contre, dans les étages ventriculaires, cette phase 2 est beaucoup plus apparente et on a le véritable aspect du potentiel d'action tel qu'on le connaît. Donc on va tout d'abord s'intéresser à la classe 1 de Vaughan et Williams. Pour rappel, la classe 1, c'est les antiarythmiques qui bloquent les canaux sodiques, qui bloquent le Na+. On s'est rendu compte que le Na+, accompagne le Ca2+ dans son mouvement. Et donc, très probablement, on va trouver beaucoup de canaux sodiques là où il y a beaucoup de canaux calciques. Et comme je viens de vous l'expliquer, il y a beaucoup de canaux calciques dans les zones qui se contractent, donc dans le myocarde ventriculaire essentiellement. Ça sous-entend indirectement qu'un antiarythmique de classe 1 risque d'avoir un effet important, antiarythmique important, une efficacité importante à l'étage ventriculaire. Et à partir de cette base-là, les scientifiques qui ont mis en œuvre l'étude CAST ont raisonné. Ils se sont dit quelle est l'étiologie principale des tachycardies ventriculaires. C'est la cardiopathie ischémique, comme on l'a vu. Et donc ils ont pris des patients post-infarctus et ils se sont dit est-ce qu'on peut, en rajoutant un antiarythmique de classe 1, est-ce qu'on peut améliorer leur pronostic? Donc c'était ça l'étude CAST. Elle a pris des patients post-infarctus qu'elle a scindés en deux populations. Ils ont tous les deux populations ont reçu le basique, bêta-bloquant, aspirine, statine, IEC, clopidogrel ou les nouveaux antiagrégants plaquettaires. Dans un groupe, on a mis un placebo et dans l'autre, on a mis un antiarythmique de classe 1. L'objectif était de prévenir, d'éviter les troubles du rythme ventriculaire dans cette population chez qui on a mis l'antiarythmique de classe 1. S'ils ne vont pas faire beaucoup de tachycardie ventriculaire, ils auront moins de complications, un meilleur pronostic, moins d'hospitalisation, moins d'insuffisance cardiaque et au final moins de mortalité. C'était ça l'objectif de l'étude CAST. Malheureusement, l'étude CAST a été arrêtée prématurément, elle devait se dérouler sur 5 ans, elle a été arrêtée très rapidement parce qu'on a constaté au contraire une surmortalité dans le sous-groupe qui a reçu cet antiarythmique de classe 1. Dans la classe 1, il y a 3 sous-groupes. Cette surmortalité a été constatée essentiellement pour le sous-groupe 1A et 1C. Elle a été neutre, il n'y avait pas de surmortalité dans le groupe 1B. L'étude a été arrêtée, elle était négative, mais même d'une étude négative, on peut tirer des conclusions. Et c'est là qu'on a compris cette interrelation. Le fait de bloquer le Na+, ça bloque le Ca2+. Si ça bloque le Ca2+, ça aura un effet inotrope négatif, bien sûr un effet pro-arythmogène, mais surtout un effet inotrope négatif, dans une pathologie où on a à la base une fraction d'éjection qui est basse, une force cardiaque qui est diminuée,
En aggravant cette diminution, on va augmenter le nombre d'insuffisances cardiaques, on va aggraver le nombre d'hospitalisations et de mortalité dans ces sous-groupes. À partir de l'étude CAST, moi je ne vous demanderai pas de retenir l'étude CAST, je vous en ai parlé juste pour savoir d'où est-ce qu'on a sorti ces décisions-là. À partir de l'étude CAST, on conclut que les antiarythmiques de classe 1A seront utilisés dans les arythmies atriales et ventriculaires à condition que le cœur soit 5, la fraction d'éjection ne soit pas basse. Les antiarythmiques de classe 1 dans leur sous-groupe B peuvent être utilisés dans les arythmies ventriculaires, même en cas de fraction d'éjection basse, comme nous l'a démontré l'étude CAST. Par contre, les antiarythmiques de classe 1C peuvent être utilisés dans les arythmies atriales et ventriculaires sous réserve et à condition que le cœur soit sain ou que la fraction d'éjection ne soit pas très basse, soit conservée. Ensuite, la classe 2. La classe 2, ce sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, c'est une classe qu'on rencontre fréquemment en cardiologie. Donc, je vous avais parlé durant le cours des états de choc cardiogénique des récepteurs bêta-adrénergiques, bêta 1 qui sont au niveau du cœur, bêta 2 qui sont en périphérie. La stimulation des bêta 1 aura un effet inotrope, chronotrope, dromotrope et baphmotrope positif. Le blocage des récepteurs bêta 1 par un bêta bloquant aura l'effet négatif. Cette classe, vous la rencontrez en cardiologie dans l'hypertension artérielle. Vous avez dit qu'elle a été relarguée au second plan. Ce n'est plus une classe de première intention dans l'HTA. Elle est utilisée dans l'angor et le syndrome coronaire aigu. Elle est utilisée dans les arythmies, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Dans les cardiomyopathies, elle est aussi utilisée dans l'insuffisance cardiaque chronique. Et elle a d'autres indications non cardiologiques, telles que le tremblement musculaire, le glaucome à angle ouvert. Excusez-moi. Les indications des bêta-bloquants en rythmologie, donc ils permettent de ralentir la fréquence ventriculaire dans les tachycardies atriales, qui marchent pour la manœuvre vagale. Donc le fait d'agir sur le nœud auriculoventriculaire, on va empêcher cette tachycardie atriale de descendre vers le ventricule. Comme on agit aussi dans le nœud Donc j'en étais aux effets indésirables des bêta-bloquants. Je disais que ces effets indésirables découlaient de leur action sur les récepteurs bêta 1 et bêta 2. Donc on aura des effets indésirables cardiovasculaires, ça on en a parlé. Les effets non cardiovasculaires tels que l'aggravation d'un asthme par le blocage des bêta 2 récepteurs, la diminution de la perception des hypoglycémies et éventuellement, pour certains bêta-bloquants qui traversent la barrière hémato-encéphalitique, des troubles du sommeil, des troubles dépressifs, voire même un syndrome ou un phénomène de Raynaud par vasoconstriction périphérique. Les contre-indications, c'est l'asthme aigu grave non contrôlé par traitement, le BAV de deuxième et de troisième degré, les bradycardias avec une fréquence cardiaque inférieure à 40, donc la maladie de Raynaud, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs au stade d'ischémie grave, parce que la vasoconstriction va aggraver cette ischémie, et bien sûr l'insuffisance cardiaque à sa phase congestive. À cette phase-là, il faut plutôt privilégier les diurétiques, les bloqueurs du système rénino-angiotensine. Une fois que le patient est décongestionné, qu'il ne crépite plus au niveau pulmonaire, on pourra mettre les bêta-bloquants. Donc la classe 3, c'est des antiarythmiques qui vont plutôt bloquer les canaux potassiques, comme on le dit depuis tout à l'heure. Donc le potassium est le seul ion repolarisant et ça confère à cette classe un effet qui lui permet d'agir à tous les étages, sur tout type de tachycardie. On citera l'amiodarone comme chef de file de cette classe, mais aussi le sotalol. Dans sotalol, vous arrivez à entendre le suffixe ol qui est caractéristique des bêta-bloquants. Le sotalol est un bêta-bloquant qui a la propriété de bloquer les canaux potassiques. Ils ont une efficacité démontrée à tous les étages du cœur, quelle que soit la fraction d'éjection, parce qu'on le verra, leur effet inotrope négatif est minime. Malheureusement, cette classe, ou plutôt la cordarone essentiellement, a une demi-vie très longue, 20 à 100 jours. Et donc, malheureusement, quand vous avez un patient qui est sous cordarone et pour X raisons, vous devez arrêter parce qu'il y a un effet secondaire, une mauvaise tolérance, etc., vous l'arrêtez, mais vous devez surveiller votre patient 20 à 100 jours. Pourquoi? Parce qu'au fait, la cordarone, quand on la prend par voie orale, se fixe au niveau du tissu lipidique, sature ce tissu lipidique, l'excédent qui reste va nager dans le sang et exercer l'effet antiarythmique. Quand on arrête la prise du médicament, le tissu lipidique continue à larguer progressivement cette cordarone et ce largage peut aller de 20 à 100 jours après l'arrêt de la molécule. Donc les propriétés pharmacologiques, ça bloque les canaux potassiques, ça bloque les canaux Na+, si ça bloque le Na+,
Ça aura un effet bloqueur du CA2+, sauf que cet effet est minime. Et donc l'effet inotrope de cette molécule, la cordarone, est minime, ce qui permet son utilisation, même en cas de fraction d'éjection basse. La diapo suivante. Donc les effets indésirables de l'amiodarone sont de deux types. Les effets dépendants de la dose, c'est plutôt une intoxication. À l'arrêt du médicament et au bout de cet intervalle de 20 à 100 jours, ces effets sont censés disparaître. On citera les dépôts cornéens, la photosensibilisation, l'élévation des transaminases parce que le catabolisme de cette molécule est hépatique et les bradycardies. L'interruption de la molécule, au bout de ce laps de temps, fera disparaître ces effets-là. Par contre, les effets qui nous gênent le plus, ce sont des effets dose indépendants, c'est plutôt des effets immunoallergiques, et vous allez voir qu'ils ne disparaissent pas malgré l'arrêt de la molécule. Au mieux, ils s'arrêtent à leur stade, ils ne s'aggravent pas plus, mais ils ne disparaissent pas. C'est la dysthyroïdie qui impose donc un contrôle de la TSH chaque 6 mois chez quelqu'un qui est mis sous cordarone en cours, les neuropathies périphériques avec ataxie cérébelleuse et bien sûr la fibrose pulmonaire. Comme je l'ai dit, ces effets-là, même si on arrête l'antiarythmique, ils persistent. Au mieux, ils ne s'aggravent pas chez le patient, mais ils ne font pas marche arrière, ce qui rend cette molécule difficile à manipuler, d'où la nécessité de la réserver aux patients qui ne peuvent prendre ni la classe 1, ni la classe 2, ni la classe 4 pour des raisons de contre-indication. On pourra passer à l'amiodarone. Bien sûr, je ne parle pas d'utilisation en urgence. L'utilisation en urgence ne passe pas par cette saturation du tissu lipidique. Elle s'utilise par voie veineuse et donc on l'injecte, elle aura son effet. Il y aura peu ou pas du tout ces effets dose indépendants, etc. Je parle de l'utilisation au long cours. La dernière classe, c'est la classe 4. Les antiarythmiques de classe 4 bloquent le CA2+, et les inhibiteurs calciques. Par conséquent, ils ont un effet essentiellement inotrope négatif. Ils vont agir sur les tachycardies, surtout ventriculaires, à condition que la fraction d'éjection soit conservée, que le cœur ne soit pas amoché, que la force du cœur ne soit pas abaissée. Les effets indésirables sont la constipation pour le verapamil, les œdèmes des membres inférieurs qui sont communs à tous les inhibiteurs calciques. Inhibiteur calcique, c'est un vasodilatateur artériel qui n'a pas d'effet sur la veine et par conséquent, il va augmenter la pression hydrostatique au niveau du capillaire et il va provoquer ces œdèmes. La bradycardie, les BAV, l'hypotension artérielle, voire même une insuffisance cardiaque par cet effet inotrope négatif. Donc en conclusion de ce dernier cours que je devais avoir avec le groupe actuel de cardiologie, je vous dirais que les antiarythmiques occupent une place importante dans le traitement des arythmies. Elle n'est pas exclusive, mais elle est importante. Ils diminuent les symptômes du patient, mais aussi ils ont un effet sur la mortalité par ces fameux troubles du rythme. Leur association au défibrillateur est importante. Ils économisent le défibrillateur, et je vous l'explique tout de suite. Le choix de la molécule dépend bien sûr du site d'action, mais dépend des résultats des différentes études, comme on a vu CASP, etc. Il y a d'énormes études qui ont plus ou moins placé chaque antiarythmique par rapport aux différents troubles du rythme. Bien sûr, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses et aux effets pro-arythmogènes de ces antiarythmiques. Concernant cette histoire d'économiser le défibrillateur, je vous dirais globalement qu'un défibrillateur implantable a une durée de vie. On va dire qu'il va délivrer à peu près une quarantaine de chocs, puis il se vide, ses batteries se vident, il faut aller le changer. Si votre patient fait un trouble du rythme menaçant chaque heure, ça veut dire qu'il va globalement 24 heures choquer 24 fois, donc le défibrillateur va tenir 2 jours. C'est impossible d'opérer le patient chaque 2 jours, ni pour le patient lui-même pour son confort, ni pour l'économie de santé. On ne peut pas se permettre d'implanter un défibrillateur chaque 2 jours. Pour ce profil patient, on mettra ces patients-là sous antiarythmiques médicaments. En général, c'est des associations d'antiarythmiques qui feront en sorte que ces patients feront un trouble du rythme menaçant, on va dire, chaque mois, chaque 2 mois. Et donc, leur défibrillateur va délivrer une dizaine de chocs par année, voire moins. Et donc, ce défibrillateur va tenir, avec un peu de chance, 4, 5, 6 ans, voire plus, avant de se vider. Et donc, ce genre de patients, on pourra les opérer, leur proposer un défibrillateur chaque 5 ans. Économiquement, c'est envisageable. Pour le patient, pour sa chirurgie, son intervention, c'est envisageable. Et c'est ce qu'on veut dire par le terme économiser le défibrillateur. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour cette première séance. J'essaierai donc pour les jours à venir, très probablement, je prévois de faire le mardi la même chose. On fera les syndromes coronaires aigus et ça sera un cours destiné aux 6e année. Et le week-end, avec un peu de chance, Inactiveable, Inch'Allah, j'essaierai de prendre
le programme que je suis censé faire pour le nouveau groupe de cardiologie. On commencera très probablement par l'électrocardiogramme et puis au fur et à mesure on fera les différents cours que je suis censé faire pour les externes. Je vous proposerai donc déjà pour cette séance-là, donc la vidéo sera disponible dans quelques minutes, voire quelques heures, le temps juste de la poster sur Facebook. Vous pourrez la voir ce lundi 12 avril. Je vous donnerai rendez-vous vers 20 h ce lundi même pour décortiquer un petit peu ce cours. Si vous avez des questions, je vous demanderai de les poster en commentaire. J'essaierai de me connecter un peu avant 20 h. Je récolterai les commentaires et les questions les plus pertinentes. J'essaierai de vous les expliquer et de les détailler. On fera un petit live peut-être de 15 à 30 minutes pour répondre un petit peu à vos questions. Donc essayez déjà de poser des questions durant la journée du lundi. Moi, le soir, en arrivant, je récolterai les questions les plus intéressantes, les plus pertinentes, comme je vous l'ai dit. On répondra à ça. Je ferai très probablement la même chose pour les 6e années le mardi. Donc j'essaierai de poster la vidéo au plus tard le mardi matin. Je leur donnerai la journée du mardi et je vous dirai probablement que ça sera vers 20 h. Notre rendez-vous sera vers 20 h pour poser quelques questions, discuter un petit peu du cours. Le cours des syndromes coronaires, bien sûr, pour les 4e années, vous êtes invités à assister. C'est pratiquement le même cours, les pathologies ne changent pas. Donc pour eux, ça sera un rappel. Les 6e années ont déjà fait ça. Et pour vous, ça sera aussi un rappel. Vous avez fait ça, je pense, durant vos cours. Ça nous permettra de revoir ça ensemble. Donc, sans vouloir faire de la démagogie, je vous dis de faire attention à vous, à vos familles. Ne bougez pas, sauf si c'est nécessaire. Notre mission, votre mission à vous, vous êtes étudiant en médecine. Il est de votre devoir de faire votre médecine. Vous êtes les médecins des prochaines années, Inch'Allah, ça sera vous. Et donc, votre devoir, c'est pas de sortir dehors là, mais c'est de potasser vos cours. Soyez de bons médecins. Si vous faites ça, c'est déjà excellent. En ces temps un peu difficiles, je vous souhaite beaucoup de courage. Comme si vos familles, bon courage. À très bientôt. Au revoir.